Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Si on parlait sport. Pendant près d'une heure, nous allons décortiquer et analyser l'actualité sportive du département. Vous connaissez désormais le programme, il y aura des coups de gueule, des duels, des analyses et des débats. Présentation de nos chroniqueurs en musique. Yann Dujarrier, vice-champion du monde de cyclisme sur piste Masters, champion du monde du kilomètre en 2013, 3 fois champion de France et 2 fois en roller de vitesse. Il aime le football, il vit pour le football, il est à 55 ans l'un des symboles du sport à Trappes. Je veux bien sûr parler de Mustapha Larbaoui, le président de l'étoile sportive de Trappes. C'est l'homme fort du handball yvelinois, nouvel entraîneur de l'équipe masculine de Versailles et des jeunes de la Team 78. Je veux bien sûr parler d'Alexandre Taillefer. Notre spécialiste rugby, il entraîne les Bélasquins de Versailles. Je veux bien sûr parler de Guillaume Nereneuf. On est de retour en plateau avec nos chroniqueurs. Vous allez bien, messieurs ? Très bien. Bonsoir, Mickaël. Très bien. Vous avez bien révisé vos fiches ? Mustapha, vous avez bien révisé vos fiches ? Écoutez, non, les fiches, en fait, je les consulte pas. On va c'est juste improviser. Au quotidien, on s'imbibe de sport, de tous les sports. Avant de passer aux différents thèmes de l'émission, nous allons revenir sur un score. Le club de rugby de Versailles, le club de notre chroniqueur Guillaume Nereneuf, a perdu 44-0 contre Antony en Fédéral 3. Votre réaction, Guillaume ? Suite à cette, je crois que dans le jargon, on appelle ça une petite rouste. Hein. On ne se moque pas. On appelle ça pour parler bien une rouste. Voilà, après, il faut analyser ce match qui était un match remis du fait des événements que la France a vécu et Paris notamment a vécu. 15-10, vous avez joué à 15 contre 10, c'est ça ? Non. Et du coup, c'est vrai que c'était un week-end à moi qui était off. Du coup, pas mal de joueurs qui étaient absents. C'est pas forcément une excuse. Il faut reconnaître la suprématie d'Antony, qui était une équipe qui descend de Fédéral 2 et qui a gardé ses joueurs et qui est aujourd'hui vraiment une équipe qui va finir première ou deuxième de la poule, et ça, a priori, il n'y a pas de souci. Voilà, maintenant, nous, on est sur une saison de transition. On a eu 12 départs de joueurs qui jouaient en groupe 1 l'année dernière, dans le groupe premier l'année dernière. Sur ces 12 joueurs, il y a 8 personnes qui jouaient devant, et c'est là aujourd'hui le bas blesse, c'est-à-dire que le rugby, ça commence devant, et on se rend compte qu'à chaque fois, quand on joue contre des équipes qui sont au-dessus de nous, ils sont plus grands, plus costauds, plus gros, et on a du mal un petit peu devant. Mais bon, voilà, j'ai confiance au nouveau staff, parce que aussi c'est une problématique, c'est que depuis 4 ans, le staff change tous les ans, donc c'est un vrai problème. J'ai confiance au staff, j'ai confiance aux joueurs, je connais bien la majorité des joueurs que j'ai entraînés en jeune et encore enseignant l'année dernière. Je sais qu'ils vont tout faire pour casser cette routine de la défaite dès dimanche, là, parce qu'on joue contre quelqu'un qui est juste devant nous, qui est Pont-à-Mousson, qui est à 3 points devant nous. Donc en effet, si on perd dimanche, ça va être compliqué, mais si on gagne dimanche, tout est possible. Il y a du boulot, mais bon, voilà, c'est le lot de sportif. Je voudrais surtout rendre hommage à notre ami, la façon dont il décrit les choses, parce que c'est vrai qu'on n'est jamais trop à l'aise de commenter des scores, surtout quand c'est des défaites un peu lourdes, voire un peu piquantes. Mais voilà, on doit toujours savoir pourquoi on a gagné, comme on doit toujours savoir pourquoi on a perdu, et souvent de dire que l'adversaire était sacrément au niveau et sacrément supérieur. C'est des choses qu'il faut savoir entendre, qu'il faut savoir se dire. Et j'apprécie l'analyse. Et pour le coup, il y a des défaites, parfois, il suffit de perdre à un point de toute façon. Donc à un moment donné, il y a des gens qui lâchent prise, et ça peut arriver. Il y a un problème en défense. Pas que. Parce qu'il y a 0 point d'attaque. Mais voilà. C'est surtout l'attaque, apparemment. Et puis le turnover dans des équipes, en général, ça fait pas bon ménage. Ouais. Puis il y a l'histoire de la licence blanche qui est compliquée. Il y a beaucoup de choses. Et voilà, l'analyse est là. Et je souscris. Et surtout, je rends hommage, parce qu'on a un peu de mal souvent à faire son autocritique. Et souvent dans des défaites comme celle-là. Moi, j'aurais juste à dire un petit bémol sur l'analyse éventuellement. C'est une question. C'était est-ce que aussi Antony avait aussi des absents du fait du match de report ou pas ? A priori, non. Mais, a priori, de sources officielles, oui, et de sources officieuses, non. Donc après, c'est un peu de l'intox aussi. Voilà. Bon, on va passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler des deux Versaillais, Tanguy Delamotte et Éric Bédion, qui viennent de terminer leur traversée de la Transat Jacques Vabre. Nous parlerons également de rugby féminin, mais tout de suite, retour sur la défaite de Versailles en Coupe de France. On commence cette rubrique résultats par la Coupe de France de football. Versailles est tombé au 7e tour, tout après avoir éliminé Trappes dans son parcours, dans son épopée. Les Versaillais se sont inclinés contre le Blanc-Ménil. Le score 0-0, 5-4 au tir au but. Versailles a eu 10 occasions dans ce match. Le Blanc-Ménil n'en a eu qu'une. Est-ce que Versailles gâchait une très belle opportunité dans cette Coupe de France ? Ouais, Mustapha.
Évidemment qu'ils ont gâché une superbe opportunité. D'abord parce que un match perdu est toujours pour le coup quasiment un gâchis. Sauf qu'un match, c'est essentiellement du gâchis. C'est-à-dire que vous avez des centaines et des centaines d'actions. Elles ne mènent pas tout au but. La preuve. Donc c'est essentiellement du déchet, et c'est celui qui en fait le moins qui gagne. Et a priori, cette fois-ci, c'était Blanc-Ménil. La preuve, c'est que dominer, on le dit souvent, n'est pas gagné. Ça a été encore la preuve. Et puis, c'était au penalty, et ça s'est joué à un cheveu. Vous faisiez remarquer qu'ils avaient éliminé Trappes. Au tir au but. En fait, c'est exactement ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire qu'on n'a pas dominé ce jour-là, mais on a joué équilibré avec Versailles. Et au final, Versailles l'a emporté d'un cheveu, mais on retient que le score. Donc c'est pas la domination qui fait le score. On l'avait avec d'autres équipes. On a vu le PSG la dernière fois avec le Real Madrid. Et donc, mais une vraie occasion manquée, parce que là, il y avait quand même, on pouvait imaginer que le tour d'après, ce soit un tour plus... Justement, Versailles aurait affronté plus facile. Mainvilliers, une équipe de DSR, une équipe qui évolue en une division en dessous donc de Versailles. Est-ce que c'est une heure justement d'autant plus? On va écouter l'entraîneur de Versailles. Il était au micro de Camille Lambert. On est sorti de la région parisienne, on a fait un premier tour national, c'est intéressant, c'est bien, mais on avait quand même l'ambition d'aller plus loin. Ce qui était intéressant, c'était derrière. Derrière, il y avait quelque chose de sympa à faire. Et malheureusement, on a raté cette marche, donc on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Donc c'est ce que vous disiez à Mustapha. Oui, mais en même temps, le fait de perdre ce match, c'est de toute façon un tour de moins, parce que quel que soit l'adversaire suivant, DSR ou même une CFA ou une Ligue 2, ils auraient fait un tour de plus. Donc déjà un tour en moins. Mais par contre, effectivement, il y avait une chance sur le papier de faire un deuxième tour, d'aller au 32e. Et là, pour le coup, c'est une chance qui ne fonctionnera pas pour eux, mais qui fonctionnera pour le Blanc-Ménil, qui sont quand même du même groupe. Et pour le coup, il faudra suivre le Blanc-Ménil dans la poule de la DH, qui est avec Versailles et les Mureaux. Donc ça sera intéressant de regarder, nous, pour l'Île-de-France, de regarder ce que va faire le Blanc-Ménil devant l'opportunité qu'ils ont de faire 2 tours supplémentaires en battant une DSR, puis d'aller en 32e. Et puis en même temps, c'est toujours l'histoire de gros sous, mine de rien, mais aller aussi loin en 32e, c'est au-delà des jeux de maillot, parce que pour nous, c'était un jeu de maillot. Mais arriver à un stade comme celui-ci, c'est des jeux de maillot, c'est du bonus. Et puis c'est une somme d'argent importante, puisqu'on parle de 50 000 €, et donc c'est conséquent. Ouais, donc une occasion manquée. Alexandre Taillefer, vous êtes d'accord avec Mustapha? Une occasion manquée? Une occasion en or peut-être manquée? Je dirais surtout financière. Je pense que perdre 50 000 € avant tout, je ne pense pas que ce soit tellement d'avoir perdu ce tour-là ou un tour d'après, c'est surtout d'avoir perdu 50 000 € pour faire vivre le club, c'est surtout ça. Parce que tant qu'on n'est pas je rappelle médiatisé... que 50 000 € sont redistribués aux vainqueurs, les équipes qui arrivent entre deuxième de finale. Et donc du coup, c'est sur cette défaite-là, mais il aurait fallu de toute façon gagner le prochain. C'est pas juste cette défaite-là. Il aurait fallu gagner le prochain. Et c'est vrai qu'ils ont loupé les coches pour gagner 50 000 €. Pardon. Maintenant, c'est comme ça. Les tirs au but, on sait que c'est indécis. On peut pas dire qu'ils ont fait un non-match. C'est pas le cas du tout, au contraire. Donc il faut retenir leur prestation pour qu'en championnat... il n'y a pas de défaite au tir au but et que ça leur sert pour pouvoir peut-être monter, parce qu'on sait qu'ils sont assez haut classement, et c'est peut-être un bien pour un mal au final, on ne sait pas. Yann Dujarrier, est-ce que c'est pas rageant encore quand on domine comme ça ce match, 10 occasions, pas de but, est-ce que c'est très rageant? Manque de réalisme, peut-être qu'ils ne connaissaient pas le tirage du tour suivant. Ils le connaissaient déjà, ils ont peut-être simplement pas supporté la pression, et ils se sont peut-être aussi projetés et ils ont voulu trop bien faire. C'est sûr, c'est comme tout le monde, c'est dommage. Maintenant, il faudra recommencer l'année prochaine pour pouvoir aller chercher... la reconnaissance, parce que c'est vrai que moi, ce que je vois aussi dans ce type de parcours, c'est que au bout d'un moment, on commence à parler de vous sur les chaînes nationales. Là, c'est bien, on parle d'eux parce que on est autour de nous. Il y aurait pu avoir des retombées également, il y aurait pu avoir des communication, communication, etc., tout à fait. Donc c'est vrai que pour moi, j'y vois plus loin que l'aspect financier en direct. Je vois aussi toute la suite, c'est-à-dire que l'image que ça peut dégager quand on parle de vous sur Téléfoot, quand vous êtes le petit poussé de la compétition. Je pense que ça doit avoir un impact par la suite, quoi. Donc en effet, je pense que c'est dommage d'avoir raté ce. Mais vous vous souvenez, j'avais dit que ce serait un match compliqué, parce que les deux équipes seraient vraiment motivées pour aller chercher cette qualification au tour suivant. Et au final, c'était deux équipes qui se connaissaient bien, et qui se connaissaient dans la même tout division. à fait. C'était vraiment un match piège, en effet.
Mustapha, vous avez connu cette élimination en Coupe de France. Vous pensez que ça va être dur, là, dans les prochaines semaines pour Versailles, de se remobiliser peut-être ? C'est toujours compliqué de jouer un championnat, de jouer une coupe, surtout quand on a envie d'aller loin. Nous, on l'a pris comme un bonus, c'est-à-dire qu'on est vraiment axé sur le championnat. Et pour autant, tout en étant axé sur le championnat, je fais une parenthèse, on a trébuché ce week-end. Hein, comme quoi, on est sorti du championnat, on est sorti de la coupe, reconcentré et remobilisé sur le championnat. Et pourtant, c'est notre première défaite. 1-0. 1-0. À Vers, à l'extérieur. Donc oui, c'est compliqué de se remobiliser, mais je crois que c'est compliqué de se remobiliser tout le temps, parce qu'une équipe, une équipe de foot, une équipe de rugby, un collectif en général, il y a tellement de choses, il y a tellement de paramètres dont il faut tenir compte, que celui-là en est un, la concentration sur un championnat, la préparation sur une coupe, mais il y a tellement d'autres paramètres, mais celui-ci en est un clairement, ouais. Au passage, je voudrais dire à Yann qu'il parle déjà de l'année prochaine pour Versailles. L'année prochaine, il y aura encore Trappes, l'année prochaine. Après cette page football, on passe maintenant à l'incontournable chronique de Basile Régoli. J'aime pas. Dans cette chronique, notre chroniqueur Basile Régoli, spécialiste du sport yvelinois, distribue à chaque émission les bons points et les mauvaises notes du week-end pour le sport yvelinois. On commence tout de suite par le premier j'aime de Basile Régoli. Il concerne le handball. On revient juste après en plateau. J'aime la prestation très aboutie samedi dernier de l'équipe féminine de handball de Montigny. Certes, les Igny-Montaigne ont dû se contenter du match nul, 32 partout face à Angoulême. Maintenant, ce match reste tout de même la prestation la plus aboutie des joueuses de Philippe Letrange depuis le début de saison. Ce qui a surtout le mérite d'être souligné, c'est le choix parfaitement assumé des dirigeants Igny-Montaigne de faire confiance aux jeunes cette année. On voit que ce choix est en train de porter ses fruits. Les jeunes pousses de Montigny sont en train de se mettre au niveau du championnat de France de N1. À l'image de filles comme Lou Bénézy, auteur de 6 buts contre Angoulême, de Mégane Letrange, auteur de 4 buts sur ses 5 tirs qu'elle a tentés. Donc c'est de bon augure pour la suite de la saison, surtout pour les années à venir, de voir un club qui fait confiance aux jeunes et qui a vraiment une politique de formation intéressante. La question, est-ce que vous êtes d'accord avec Basile Régoli ? Est-ce que c'est une véritable performance ? Mustapha, il faut voter à ce moment-là. Alors je vais voter, je vais quand même attendre ce que ça donne pour la tendance, pour faire basculer le score. De partout. D'accord, de partout. C'est sympa, je trouve, pour le débat. Un petit duel entre vous, Alexandre Taillefer, et vous, Yann ? Non, vous n'êtes pas d'accord ? Oui, j'avais pas vu. Moi, je serais curieux de savoir pourquoi ils ne sont pas d'accord tous les deux. Guillaume, alors ? Je t'en prie, Alexandre. Tout simplement parce que fenêtre. C'est pas un exploit. Enfin, c'est un club qui est juste au-dessus d'eux. Ils sont au milieu de tableau bas, 7 et 8, et voilà, ils ont fait match nul à domicile. Donc maintenant, c'est vrai que vu le contexte où on sait très bien, on en avait parlé il y a quelques temps, ils ont eu le départ de leur meilleure buteuse. Donc c'est vrai que c'est pas mal. On voit qu'ils sont pas relégables pour autant, qu'ils sont encore avec un petit peu de marge par rapport aux relégables. Donc ils sont présents pour une équipe qui vient de monter en N1, mais c'est pas un exploit, c'est une équipe qui est à peu près de leur niveau. Ils vont faire un match nul à domicile. Le petit point positif, c'est une jeune Letrange qui a réussi à marquer pas mal de buts, qui est nouvelle dans le groupe. L'autre Lou dont il parle, Basile, elle est là depuis déjà sa 3e saison et c'est une des meilleures de l'équipe. Donc ça, non. Par contre, voilà, il faut laisser, faut voir la suite, quoi. Bon, Guillaume, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Non, je trouve que c'est plutôt une belle perf parce que, comme on disait, c'est une équipe qui monte de cette division, qui a perdu sa meilleure buteuse quand même, sa meilleure joueuse. Donc c'est jamais simple je sais de quoi je parle en l'occurrence, hein, parce que c'est jamais simple de repartir sur une nouvelle saison comme ça en plus quand on monte. Donc voilà, de ne pas perdre déjà à la maison, c'est déjà pour moi positif. Donc je pense qu'elle va continuer à travailler. Si en plus des jeunes sont lancés dans ce grand bain, c'est plutôt positif et moi je trouve que c'est une belle performance. Yann, qui gagne entre Alexandre et Guillaume ? Vous êtes impartial. Vous êtes obligatoirement. J'avais dit rouge. Je peux difficilement me satisfaire d'un match nul, quel que soit l'adversaire, quel que soit. Voilà. Là, il n'y a pas de raison de lancer un gêne sur ce type de message. J'aime beaucoup le message de Mustapha qui nous dit j'adore, mais voilà, sans plus. Donc pour moi,
Donc il faut nuancer ce j'aime. Oui. C'est ça, nuancer ce j'aime. C'est entre les deux. Voilà. Ah non, moi il est fort et puissant, c'est un j'aime, j'adore. Il est puissant. Merci Mustapha. On s'est quitté, mais. C'est vrai que. Voilà, moi j'adore, mais bien sûr c'est l'idée qui est sous-jacente, ce qui est sous-jacente, pardon. Moi j'ai pour habitude de dire souvent, je ne m'attache pas forcément aux résultats, mais à la résultante. Et ce qui est important, c'est la trajectoire. Et quand on commence à créer ce type de dynamique en mettant de jeunes recrues, en faisant confiance, voilà, on bâtit quelque chose, on bâtit sur le futur. Donc le résultat est important. Mais le résultat, c'est un week-end. La résultante, c'est une trajectoire et qui va s'inscrire sur le temps. Et ça me plaît bien. J'adore. Ça vous plaît. C'est ce qu'on vous adorez. C'est ce qu'on avait dit il y a longtemps quand on avait parlé du départ de la meilleure joueuse. C'était justement peut-être que des jeunes pourraient se révéler. Donc là, elles ont fait le job. Elles ont fait le job cette fois-ci. Maintenant, il va falloir passer le cap et pouvoir confirmer. Voilà. Donc on va garder l'œil sur elle. Juste un petit point, si elles font que des matchs nuls, elles vont pas se maintenir. Enfin ça à domicile. Donc il faut quand même savoir qu'il faut envisager plus à domicile pour se maintenir. Voilà. Après le handball, le deuxième j'aime de Basile Régoli concerne le tennis. J'aime le choix sportif fait par les dirigeants du club de tennis de Plaisir. L'équipe première masculine évolue cette saison en National 1A, qui est la deuxième division nationale. La plupart des clubs font appel à des joueurs étrangers classés qui figurent dans le classement ATP pour pouvoir disputer ces interclubs. L'équipe de Plaisir fait figure d'exception parce qu'elle a décidé de faire confiance uniquement à des jeunes issus du cru. C'est un choix risqué. Le maintien s'annonce très très compliqué. Maintenant, il y a un objectif derrière ce choix sportif, c'est de permettre à ces jeunes de se frotter à des joueurs du top 200 mondial pour s'aguerrir et se préparer aux échéances internationales avec des tournois Challenger futurs qui les attendent en 2016. Est-ce que vous êtes d'accord avec Basile Régoli ? Est-ce que vous trouvez cela courageux de la part ? Vous êtes tous d'accord ? C'est pareil, le même débat ? Les jeunes, c'est toujours les jeunes. C'est ce qu'on venait de dire, c'est ce que Mustapha a dit à l'instant sur l'équipe de hand de Montigny, quoi. Donc c'est bien de faire confiance aux jeunes et c'est une politique, je pense, du président qui est audacieuse puisque il risque de descendre. D'être pénalisé au niveau des résultats. Mais c'est une politique, à un moment donné, c'est un choix du président, enfin du bureau et du président en tout cas, d'aller dans ce sens-là. C'est risqué et moi je peux qu'encourager parce que c'est une décision. Oui, idem parce qu'on retrouve à peu près la même idée, mais c'est vrai que la volonté des dirigeants dans un club, ça fait aussi la différence. C'est-à-dire que quand on a qu'une envie de faire briller la vitrine, on met le paquet sur la vitrine et on n'a pas cet aspect jeune, mais en même temps on n'a pas cette volonté de construire sur la distance. Voilà, c'est pour ça que j'adore. Il y a la volonté des dirigeants d'une part, il y a un vrai projet pédagogique et il faut des projets pédagogiques. L'occasion pour dire que tous les sports à ce niveau-là sont sur le même piédestal. Vraiment tous les sports, tous ceux qui nous unissent, tous ceux qui nous passionnent, le rugby, le handball, tous sans exception. Il y a une vertu, encore une fois, du dépassement de soi quand c'est individuel, mais également quand c'est collectif. Et quand c'est collectif, il y a aussi ces notions de vivre ensemble, cette notion pédagogique, un vrai projet en somme. Et ça transcende, encore une fois, le sport est là pour ça. Voilà, donc c'est pour ça que j'adore quand on parle comme ça, j'aime quand on pratique comme ça. Voilà, avec un projet pédagogique et une vision d'un club. Voilà, il en reste encore, ça fait plaisir. 10-15 ans, c'est intéressant. Oui, j'analyse quelque chose quand j'entends parler de ce règlement, c'est que certains clubs vont chercher des joueurs ATP, donc ils vont leur donner des billets pour qu'ils puissent faire la compétition avec leur club. Ouais. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est pas honnête. C'est pas un tous les sports, et voilà. Et tout à l'heure, tu nous disais qu'il fallait 9 joueurs qui aient plus de 4 ans dans ton club sur vos matchs. Et là, je trouve ça dommage que le tennis n'ait pas ce petit point de règlement qui les oblige à avoir un joueur ou 2 joueurs dans les équipes, parce que je connais pas les effectifs, je sais pas combien est-ce qu'ils sont sur chaque match d'interclub, mais voilà, il faut, parce que un club c'est la formation avant tout. Je veux dire, on a quand même la fierté de voir que nos jeunes puissent évoluer, puissent grandir dans n'importe quel sport et n'importe quelle division. Donc je trouve que c'est ça un club c'est formateur, c'est amener les jeunes et les faire progresser. C'est très facile si on a les moyens d'aller
c'est prendre quelqu'un qui est très fort et de le faire courir ou concourir dans une autre division qui soit moins importante et pour simplement lui faire gagner des matchs. Justement, pour rebondir sur ce que tu dis, j'aimerais savoir, et ça, moi en tout cas je ne sais pas, si réellement ils avaient les finances pour recruter des... C'était un peu difficile, ouais. C'était un peu difficile. Donc à un moment donné, il faut aussi être réaliste, c'est pas forcément un désir. Pourquoi ils ont fait ça? C'est juste peut-être qu'ils n'avaient pas le choix. Je sais pas, je mets ça comme bémol. Voilà. Juste un mot sur ce que vient de dire Yann, parce que c'est important. Ce qui est fait dans le rugby, ce sont par des règles. Dans le football, on peut pratiquer comme ça, en achetant des joueurs, des mercenaires pour faire monter l'équipe. C'est juste que les dirigeants, justement, ont une réelle responsabilité, c'est de ne pas le faire, même si la règle le permet. On va passer au j'aime pas, Mustapha, vous allez passer le temps. Un j'aime pas à présent, donc il concerne la course à pied. Oh no! J'aime pas les annulations en pagaille des différentes épreuves de course à pied dans le département. Suite aux événements tragiques du 13 novembre dernier en région parisienne, la préfecture des Yvelines a décidé d'annuler jusqu'à nouvel ordre les épreuves de course à pied, de cross-country, de trail dans le département. Dimanche dernier, il devait notamment se tenir la route des 4 Châteaux à Chevreuse. Ce week-end, il devait avoir lieu la corrida de Saint-Germain-en-Laye, mais également les 20 bornes d'Andrézy. Toutes ces épreuves n'auront pas lieu. Conséquence directe, les athlètes yvelinois qui se préparent depuis plusieurs semaines pour ces rendez-vous se retrouvent dans un flou total pour leur saison hivernale. Ils n'ont pas pu courir en novembre et se posent la question si en décembre, voire en janvier, ils pourront enfin commencer leur compétition. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce j'aime pas de Basile Regoli? Est-ce que ça pénalise les sportifs? Ouais, je suis un peu comme Mustapha. Mustapha, vous êtes entre deux. Ouais, pourquoi? Alors, je nuancerais en fait. Autant dans la boxe, il y a un vrai souci. Moi d'abord, j'y comprends pas grand-chose. J'aime ça, j'aime ce sport comme tous les sports. Encore une fois, on en a parlé souvent autour de cette table. C'est important et toutes les disciplines le sont. Simplement, il y a des fois, on comprend pas tout, surtout quand ça change régulièrement. Et là, en l'occurrence, on est plutôt sur un problème d'organisation, sur un problème de pratiquement de... Voilà, j'ai pas bien compris. Non, mais il faut... Mais par rapport à la première remarque de notre ami, Basile, c'est vrai que, par exemple, pour le foot, on a tout annulé également. Il y a eu des annulations. Mais est-ce que finalement, là, on est dans de la course à pied, est-ce que c'est pas plus compliqué de gérer son calendrier en sachant qu'il faut s'entraîner sur le long terme, alors que le football, on peut finalement... Je ne sais pas si c'est plus compliqué. Ce que je sais simplement, c'est qu'il y a des événements qui sont... On les a tous vécus dramatiquement, et il y a des temps parfois qui laissent place à la fois à l'émotion et en même temps à la sécurisation. Et donc, dans un moment d'effroi, comme ça a été le cas, dans un moment tragique, dans un moment comme celui-ci, il y a des organisateurs qui ont cédé à la tentation quand même probablement de sécurisation qu'on peut imaginer comme outrancière. Mais voilà, il y a des moments où ça nécessite parfois de prendre son temps. Et donc, c'est regrettable, mais ce qui est regrettable, c'est surtout les événements, ceux qui ont été amenés à faire ça. Voilà, c'est en ça où je suis nuancé sur les deux annulations. Est-ce que vous pensez que ça pénalise ça pénalise forcément les coureurs, mais en même temps, à événement exceptionnel, situation exceptionnelle, quoi. Il faut, on a tous été. Je pense que en hand aussi, ça a été décalé. Je pense. Tout le monde a été. Oui, sauf que là, c'est décalé, mais nous, en hand ou en rugby ou en foot, ça a été décalé le week-end des événements, ce qui est tout à fait normal. Ça, c'est le deuil. C'est la partie du deuil. C'était pas une question de sécurité, c'est une question de deuil. Et là, c'est vrai, mais il y a quand même des gens dans des gymnases éventuellement, parce que c'est aussi les pros qui ont été annulés, c'est pas les amateurs. Donc les gens ont été protégés dans les gymnases, dans les stades. Et là, en l'occurrence, qu'ils annulent les courses qui a été fait le week-end, juste des événements, ça c'est normal, mais qu'ils continuent à annuler les courses, alors que tous les autres sports ont tous repris, sans exception, tous pros, amateurs, tous. À un moment donné, on peut les annuler indéfiniment. Je veux dire, il y aura toujours un risque. Donc, pourquoi on annulerait là? Avant, pour moi, c'est une question de deuil et pas de sécurité, parce que le risque, il y est tout le temps, malheureusement. Pas plus maintenant que demain, qu'après-demain, que hier et qu'avant-hier, il y est tout le temps. Donc pour moi c'est une question de deuil. Maintenant je trouve que ça devient vraiment presque de la paranoïa, quoi. C'est-à-dire qu'on a tellement peur, organisateurs, qu'il nous tombe quelque chose dessus, que on préfère ne rien faire. Mais à ce moment-là on fait plus rien au bout d'un moment. Donc moi je pense que c'est pas bon. Et en plus il faut savoir quelque chose, que l'organisateur
quand des gens s'inscrivent, ils payent la course, d'accord, ils s'inscrivent, mais s'ils n'ont pas envie d'y aller finalement, ils n'iront pas. Donc ceux qui ont peur, ils n'iront pas, et ceux qui ont besoin de s'entraîner, et notamment les sportifs professionnels dans la course, ils pourront le faire. Et je ne vois pas pourquoi on les empêcherait de pouvoir se préparer en pensant qu'ils sont en concurrence avec des gens dans le monde entier, et eux ne peuvent pas se préparer comme tout le monde. Voilà, moi je trouve que c'est dommageable. Le quatrième j'aime pas maintenant de Basile Regoli concerne le petit flop des championnats de France junior de judo au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Oh no! J'aime pas le flop de la Coupe de France junior des clubs de judo qui a eu lieu ce week-end au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. On nous annonçait 900 participants. Il n'y en a même pas eu la moitié sur ces 2 jours de compétition. Certes, certains clubs français ne se sont pas déplacés suite aux événements tragiques qui ont lieu récemment en région parisienne. Maintenant, il y a peut-être eu également un manque de communication auprès de la fédération, de la Ligue et du comité des Yvelines pour confirmer déjà que l'événement avait lieu et surtout pour promouvoir cette compétition nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec Basile Regoli? Est-ce que c'est un flop? 900 au lieu... Oui. Enfin 400 au lieu de 900. Contre vous, les raquettes, les gars. Flop. Pourquoi, Yann? Pourquoi? Après, c'est un flop, mais c'est pas dû à l'organisation. En effet, c'est peut-être dû aux événements qui ont eu lieu la semaine précédente. C'est vrai que c'est pas évident pour des gens de province de se dire on va venir à Paris, là où ça risque de péter à tout moment. Tous ceux qui étaient présents ont été très très contents de voir le Vélodrome et de voir cette très belle structure. Maintenant, voilà, c'est vrai que c'est pas évident, et je pense que ceux qui étaient là pour pas pour participer à un championnat de France, étaient là pour venir chercher un titre. C'est toute la différence. Et donc quand on est là, quand on ne fait que participer, s'il y a le moindre grain de sable dans l'organisation, en effet on va rester à la maison parce qu'on n'a pas le mental. Là, si on vient chercher un titre, si on est là pour la compète, on se déplacera quoi qu'il arrive. Et donc les présents étaient, sur cet événement, les absents ont eu tort. Ce j'aime pas nous permet justement de passer à notre prochain sujet. Il concerne le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous allons donc parler du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les championnats de France, on vient d'en parler, junior étaient programmés les 21 et 22 novembre dans l'enceinte sportive. C'était la première fois que le Vélodrome proposait une aussi grosse compétition sportive en dehors du cyclisme. La question est simple, est-ce que le Vélodrome est fait pour accueillir d'autres compétitions que le cyclisme, et est-ce que ça peut marcher? Avant de le débattre, on écoute le nouveau directeur général du Vélodrome, Hugues Jarot. Le sport, en fait, il n'y a pas de limite. En fait, aujourd'hui, on peut imaginer accueillir en fait de la lutte, de l'escrime. On peut accueillir tout ce qui va être fait au niveau dans l'aire centrale, comme le judo a pu être fait. On pourrait imaginer accueillir en fait aussi du basket ou du handball, mais pour ça, en fait, il faut qu'on puisse installer un parquet. Mais en termes de taille, il n'y a pas de souci. Mais le tennis aussi, des matchs de Fed Cup ou des matchs de Coupe Davis, pourquoi pas? En fait, dans cette capacité-là, en fait, les spectateurs qui seraient dans les gradins ou dans les balcons ont une bonne visibilité, et on peut monter, je crois, à 4500 personnes en fait. Donc c'est même un peu plus, je crois. Donc c'est l'ambition en fait. Est-ce que le Vélodrome est fait pour accueillir d'autres compétitions que le cyclisme? Moi j'ai un bémol. Vous votez? Guillaume? Ah, petit bémol. Ouais, un petit bémol. Sur le... Bon, un petit duel avec, je sais pas, avec Yann. Pas grand-chose, c'est juste un bémol sur les spectateurs. Je trouve que du coup les spectateurs sont loin. De la zone centrale, ce qui perd un peu d'engouement, je pense, même si à la fin il termine en disant que les spectateurs voient bien, c'est vrai qu'ils voient bien, forcément ils voient bien parce qu'il n'y a pas de poutre apparente ou quoi que ce soit, donc, mais je trouve que le fait que le spectateur soit loin du fait de la piste, ça perd un peu d'engouement. Voilà. C'est juste ça. Après, ils ont la structure pour le faire, je pense. On est de toute façon plus proche quand on est dans les gradins. Vous le côtoyez régulièrement, ce Vélodrome. Je le connais très bien. Je le connais très bien, ce Vélodrome. Oui, c'est ma deuxième maison. C'est votre deuxième maison. C'est grand. Ouais, c'est grand. Ouais, oui, c'est dommage, c'est embêtant pour le ménage. Mais non, ouais, on y voit très très bien. C'est vrai que c'est une très belle structure. On est quand même plus proche du spectacle, même si c'est que sur un terrain de foot.
On est de toute façon plus proche que sur un terrain de foot, et donc c'est pas problématique. Le gros souci, moi, si je vais te parler en tant qu'abonné, c'est vrai que dès qu'il y a des événements comme ça, on a des accès à la piste qui sont réduits. Et souvent le week-end, c'est un peu gênant. Voilà, c'est un peu gênant pour la préparation. Mais c'est pas la question. Maintenant, ce n'est pas la question. C'est juste mon petit bémol à titre personnel. Maintenant, en effet, on sait depuis le début que ce vélodrome est fait pour accueillir d'autres disciplines. C'est très bien pour 50 ans en Yvelines parce que c'est vrai que c'est du spectacle supplémentaire. Il faut que la communication soit faite le plus tôt possible pour réussir à remplir ce vélodrome et à faire vivre ce vélodrome. C'est un très bel outil. Moi, j'apprécie quand il y a de belles épreuves qui sont faites dans ce vélodrome. Pourquoi vous espérez, Mustapha ? Pourquoi ce message ? Parce que la question qui a été posée, c'est si le site pouvait accueillir d'autres sports. C'est en ça que je dis, j'espère qu'on y a pensé avant. Est-ce qu'il est fait pour accueillir d'autres sports ? C'est juste que moi je dis, j'espère qu'on y a pensé avant et que la réponse est oui. Parce que Yann est le spécialiste pour le coup pour y répondre. Je ne sais pas combien de manifestations on peut faire par an. Et ne connaissant pas les budgets précisément. L'objectif, ce serait de faire une par an. Une par an. Une par mois. Voilà, une par mois qui serait en dehors d'accueil. Voilà. Donc voilà, ce qui n'est pas encore le cas. Mais ce qui n'est pas le cas actuellement. Connaissant les coûts de fonctionnement, les coûts de la structure, les coûts de l'investissement, les coûts de l'amortissement, enfin bref, tout ce que ça a comme coût induit, j'espère, encore une fois, qu'on a pensé à y mettre autre chose. Alors maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qui est le plus visuel, comme le dit Guillaume, le plus adapté. Je ne sais pas, moi, pourquoi pas du foot en salle. On pourrait très bien imaginer que la compétition de foot en salle un jour puisse atterrir à un niveau de ligue, puisse atterrir dans une salle comme celle-là. Moi, j'y verrais au contraire. Au Stade de France, on est beaucoup plus loin des terrains. Pour un match de boxe, en effet, je trouve que là, les spectateurs sont loin, sont éloignés. Pour un match de boxe, c'est un peu éloigné. Pour une compétition de gymnastique aux agrès, je pense que c'est complètement adapté. Pour du foot en salle, ce serait adapté. Des matchs de tennis, aucun problème. Voilà, il y a Davis, la Fed Cup, basketball. Aucun problème, voilà. C'est peut-être pas assez. En tout cas, maintenant, ils ont du boulot, ils ont sur la communication pour être attirants. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ils sont pas attirants. Gros problème quand même sur ce site, c'est aussi il y a 0 parking. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas prévu. C'est bien ce que je dis. J'espère qu'on y a pensé. Donc il y a des choses qui sont en train d'être mises en place par. Mais voilà, ça n'a pas été réfléchi au départ. Comment tu veux faire des manifestations sportives, excuse-moi de te couper la parole, mais sans parking, quoi, c'est pas possible, quoi. Et c'est la même chose que le Stade de France. C'est la même chose que le Stade de France. Le Stade de France, tu es en dessous quand même. Non, t'es garé en dessous si t'es VIP, mais si t'es. Bien sûr. Il y a quand même, Yann, un petit parking quand même, juste à côté de la structure. Quand on voit c'est ridicule. Non, c'est ridicule. Sauf que le Stade de France, ça a été fait quand même dans une agglomération où c'était quand même très concentré, et on a eu envie de faire venir les gens par métro, par RER, donc il y a eu une volonté quand même politique de faire que les transports en commun convergent. Sauf que là, on avait de la place. Le RER, il est pleine campagne. Le RER est pas loin. Il y a les parkings de Sky qui peuvent être monopolisés aussi pour l'événement. Donc il y a des choses, mais en effet tout n'est pas optimisé, et c'est pour ça que c'est un petit peu bornant. Pour des sportifs qu'on aime, à la limite le bilan carbone me va bien, le fait qu'il n'y ait pas de voiture et que les gens y aillent par transport en commun. Donc pour le sport, c'est tout à fait la green mark. Moi ça me va bien. Mais la sonnette a retenti. Et quand est-ce qu'on débat interrompu tout le temps On écoute juste avant les judokas et on revient après, Mustapha, ne vous inquiétez pas. On écoute les judokas. La pièce est grande, puis il y a quand même 8 surfaces, c'est quand même une belle pièce. Ouais. Quand on rentre dedans, on regarde un petit peu partout et franchement c'est beau. Bon, on voit en tout cas qu'au niveau des participants, le vélodrome fait son effet, mais Yann. Tout le monde, je veux dire, moi j'ai invité des amis qui connaissaient pas rien au vélo venir voir parce que juste l'enceinte est belle, quand l'accès est gratuit, et tout le monde trouve que ce vélodrome est magnifique. Moi je l'ai visité pour mon travail, je suis avec toi, je suis rentré dedans et j'ai été complètement bluffé par le truc, vraiment par la piste, c'est magnifique, quoi. Maintenant, je pense qu'avant d'avoir une grande compétition comme la Fed Cup ou un match de Fed Cup ou autre chose, il faut qu'ils fassent leur preuve, quoi, sur attirer du monde, sur le parking, comment gérer le parking, la sécu. Ils pourraient peut-être accueillir l'année prochaine les championnats de France seniors de judo. C'est en pourparlers en ce moment. Moi, je voudrais juste dire un truc sur cette enceinte, qui est quand même une enceinte qui peut accueillir à peu près, environ, si je me trompe, 7005 à peu près. 5000 personnes, 5000. 5 à 7000 en fonction des sports aussi. Oui. Voilà. 5 à 7000 en fonction des sports. L'air central qui peut être voilà. Et quand on voit, moi je parle pour le handball, la difficulté pour, par exemple,
le PSG a trouvé une salle en Ligue des Champions où Coubertin n'est malheureusement plus aux normes et donc il se déplace à la Carpentier qui n'est pas non plus une salle extraordinaire, qui est moins belle à voir que le Vélodrome, donc pourquoi pas envisager de se déplacer là-bas, ça reste quand même dans la région parisienne, hein. Donc voilà, ça pourrait être une idée. Quand je vois le prix que coûte Bercy pour organiser des matchs pour l'équipe de France, que ce soit féminin ou garçon, et pourquoi pas aussi ce lieu-là, notamment pour les filles, qui serait un lieu avec une capacité suffisante, puisque les filles habituellement maintenant elles vont souvent à Coubertin, ça c'est un petit peu plus grand, donc ça irait. Peut-être pour les garçons ce serait un peu trop petit, mais bon, voilà, je pense qu'il faut vraiment se féliciter d'avoir une enceinte comme ça. Nous qui nous plaignons souvent en France, comparé à des pays comme l'Allemagne par exemple ou les États-Unis, de ne pas avoir d'enceinte sportive, là on en a une belle, et j'espère qu'on va vite l'utiliser. On passe maintenant à notre coup de projecteur du jour, et il concerne la voile. La Transat Jacques Vabre s'est terminée il y a quelques jours pour nos Versailles Tanguy Delamotte et Éric Bellion. Le premier a terminé à la 5e place avec sa coéquipière Samantha Davis à bord de son IMOCA Initiative Cœur, et le second a terminé 7e à bord de son voilier baptisé comme un seul homme. Est-ce que c'est une surprise de voir ces Versailles dans le haut du classement? Vous votez pour ou contre? Oui, c'est une surprise. Ouais. Magnifique. Une surprise. Est-ce que c'est une surprise? Oui ou non? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? J'en ai aucune idée. D'accord. Et vous, Yann, vous ramez? Moi, là, sur le sujet, je rame. C'est vrai que... Pourquoi alors, du coup, Guillaume? Non, mais c'est une surprise parce que c'est... Enfin, de ce que je sais, en tout cas, ces deux navigateurs n'ont pas des Formule 1. Enfin, n'ont pas des bateaux haut de gamme et qui sont censés jouer le haut du tableau, quoi. Donc ça veut dire qu'ils ont été bons dans la navigation. Et je trouve que... Tanguy Delamotte, vous voulez terminer dans les 10 premiers, 10e? Oui, c'est pour ça que 10e, il a fini finalement 5e, il a surperformé. Complètement, c'est pour ça que je dis que parce que Tanguy était conscient du niveau de son bateau, et du coup Samantha. Pourquoi Samantha? Grâce à Samantha Davis. Pardon, oui. Pourquoi Samantha? C'est Samantha qui a tout fait, tu crois? Parce qu'à un moment donné, on parle de notre ami Tanguy. C'est vrai que c'est important, mais il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Bien sûr, oui. Voilà, donc j'ai une pensée pour Samantha. On en parle beaucoup. Je pense qu'elle est pour beaucoup dans le et il est pour beaucoup, parce que derrière chaque homme, il y a une femme, dit-on. C'est une bonne navigatrice. Ça peut être également l'inverse. Et donc, pour le coup, j'ai une pensée pour Samantha au moment où on parle de Tanguy. Mais finir 5e, c'est vrai que c'est une performance. Il y avait combien de bateaux dans sa catégorie? Il y en avait une vingtaine. Trentaine, voilà. Et dans sa catégorie? Dans sa catégorie, IMOCA, une trentaine, quasiment, enfin 25. Sauf qu'en fait, le classement est fait par tous ceux qui sont arrivés. Il y a tellement d'abandon. Et justement, est-ce qu'il ne faut pas relativiser justement la performance de nos deux Versaillais, car il y a eu 11 abandons dans la catégorie IMOCA. Moi, si je peux parler sans être interrompu pendant une petite demi-heure. Attention, la cloche. Moustapha veut parler. Tu voulais qu'on se débat. Tu voulais qu'on débat. On va avoir un débat. Une demi-heure, pas plus. De finir. Je vais vous expliquer. Donc effectivement, bien évidemment, le fait de finir 5e, combien même les 15 autres auraient abandonné, il a fini. Je crois que la performance, elle est déjà là. C'est de finir. Que les autres aient abandonné, à la limite, ils n'auraient pas abandonné, ils auraient peut-être fini 20e. Puisque en finissant. Il a toujours été classé dans le lot quand même. Mais c'est pour dire que la performance. Le but, c'est de finir la course quand même, Moustapha. Bien sûr. Et d'y passer 17 jours, 18 jours, je ne sais plus. Moi, je trouve que c'est pas une contre-performance, puisqu'ils sont à un jour seulement. Ils avaient prévu 18 jours. Oui, mais ils sont seulement à un jour du premier, donc peut-être même pas 24 heures, peut-être même pas 24 heures du premier, sur de telles distances. Je trouve pas que ce soit si énorme que ça. Et je pense que ce qu'il faut voir, c'est la différence entre le premier et le dernier, et se dire, mais voilà, la perf, elle est quand même là. C'est d'être dans le coup. La perf, c'est de finir, parce que s'ils n'ont pas abandonné, c'est qu'ils ont fait bien le taf, ils ont bien fait le travail avant, et qu'ils ont évité les pièges, évité les. Le 7e est déjà une journée, donc ça veut dire que non, pour moi c'est propre. Maintenant, dans mon état d'esprit et dans ma façon de voir le sport, il n'y a que le podium qui compte. Donc, il y a quoi? Il n'y a que le podium qui compte. Oui, non, mais tu peux pas. Quand tu n'as pas la même machine. Mais on parle beaucoup de Tanguy Delamotte, mais il y a également Éric Bellion qui a terminé 7e pour sa première participation. Ça, c'est une super perf. C'est ça qu'on avait parlé. Oui, on avait parlé de. Excuse-moi, Moustapha. Non, mais je t'en prie. On avait parlé de Tanguy parce que il soutenait l'initiative Cœur. Donc, c'est Tanguy qui était. Voilà, il participe aussi à la je trouve pas le mot, à la médiatisation de cette course, parce que du coup on en parle beaucoup, mais c'est vrai que du coup l'autre Versaillais, que je ne connais pas, celui-là a fait quand même une super... Beaucoup de Versaillais d'ailleurs. Oui, j'avais dit l'autre jour que les Versaillais allaient souvent à Nantes. C'est la caisse d'eau, c'est ça. La caisse d'eau des Suisses. Donc non, mais c'est vrai que c'est une super perf pour une première. Je sais pas si sur un bateau haut de gamme ou
de Formule 1 ou une Formule 3 plutôt. Mais en tout cas, c'est aussi une belle perf pour ce Versaillais. La vraie question, c'est de savoir ce qu'ils pourraient faire s'ils étaient tous les deux sur le même bateau. Les deux Versaillais. Pourquoi pas un jour? Là, je lance un appel, Moustapha. aux deux Versaillais. Mettez-vous sur le même bateau. J'espère qu'ils vous ont écouté en tout cas. On passe maintenant à notre rubrique débat. Notre débat concerne le rugby féminin. Il y a eu la Coupe du Monde dans notre pays en 2014. Les matchs de l'équipe de France ont été suivis par des centaines de milliers de téléspectateurs. Pourtant, on a l'impression que ces excellents chiffres ne sont pas suivis sur le terrain, en compétition. Est-ce que le rugby féminin peut s'implanter dans les Yvelines? Vous votez. Dans les Yvelines et plus généralement en France. Oui, je crois que vous prêchez pour votre paroisse. Moi aussi. Guillaume. Je l'espère. Voilà. J'ai pas Yann, est-ce que vous tentez le duel? Est-ce que vous tentez le duel? Est-ce que vous pensez que non, vous tentez pas, vous avez un peu peur. J'ai pas d'avis. Vous avez pas d'avis. Rugby féminin, pour moi, c'est. Je viens d'apprendre que la Coupe du Monde avait été déroulée en France en 2014. On en a beaucoup parlé, pourtant. Bon, certes, c'était au mois d'août, juillet-août, certes, mais t'exagères quand même, on a beaucoup parlé. J'exagère un petit peu, mais en effet, voilà, c'est autant le foot au féminin, comme le dit souvent pratiqué par des filles. Voilà, pratiqué par des filles. On en voit de plus en plus. Là, c'est vrai que le rugby féminin, pour moi, ça reste un petit peu à l'image du softball la semaine il y a 15 jours. Ça reste quand même très très anonyme en France quand on est en France. Anonyme en France. Alors attends. Bon, Guillaume, allez, vous pouvez lui répondre. Je pense que vous avez des choses à dire. Les règles sont les mêmes. Elles sont moins jolies que la fille du softball. Franchement, le rugby féminin aujourd'hui pratiqué à niveau international, en tout cas pour l'instant, moi ce que j'ai vu à la Coupe du Monde, c'est un jeu qui est très intéressant à regarder. Limite, moi je trouve plus intéressant que certains matchs masculins parce que c'est vachement dans l'évitement. Enfin, c'est dans l'évitement, dans la technique. Il y a moins de puissance, il y a moins de. Donc est-ce qu'il y a plus de vitesse aussi? Il y a moins de vitesse. Forcément, les filles, forcément non, mais les filles vont vite. Au niveau des passes. Mais je trouve que c'est un rugby qui est plus fluide en tout cas que parfois que le rugby pratiqué par les hommes, en tout cas à haut niveau. Et moi, ça représente un peu le rugby que nous on joue à un autre niveau, quoi. Qu'on va plus dans l'évitement, plus dans la technique, plus dans à haut niveau, ils sont fabriqués pour aller tamponner des murs et voilà, les filles vont passer à côté, elles sont intelligentes les filles. Bon. Et vous allez voir que comme elles sont qualifiées pour Rio rugby à 7, on va en parler encore plus. Et c'est vrai qu'il faut absolument que ce sport se démocratise et on le voit. On voit justement, il y a eu un tournoi à Versailles qui a été qui s'est joué en mode octobre. Nous à Versailles, au club de Versailles, sur les 500 licenciés, on a 2 filles. Uniquement. Sachant que ce sport est mixte, les filles sont mixtes, c'est mixte jusqu'à moins de 14. Après, c'est forcément qu'entre filles ou qu'entre garçons. Parce que, mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, elles en font. Oui. Il y a John Alomo qui est décédé. Sachant que les filles sont quand même. Aujourd'hui, le rugby est pratiqué beaucoup en scolaire, donc les filles touchent au rugby grâce au scolaire, ce qui est très bien. Et d'ailleurs, on a vu le tournoi qui était organisé à Versailles, c'est un tournoi UNSS, donc uniquement des AS sportives des Yvelines. Et il y a quand même du monde, quoi. Il y avait quand même des filles, il y a de la qualité. Donc il faut après qu'il y ait une communication qui soit faite dans les clubs, nous les premiers à Versailles aussi, parce qu'on a quand même un large public, faut pas se leurrer. Et voilà, il faut attirer ces filles au rugby. Peut-être par une version. Peut-être par une version. Mustapha. Il peut pas finir ça. Non, mais bon, voilà. On revient juste après. On a fait un micro-trottoir justement avec les Yvelinois et écoutez ce qu'ils ont à dire. Bah oui, pourquoi pas. Bah oui, le rugby féminin, c'est comme le football féminin, il est nettement meilleur que le masculin. Il y a peut-être moins d'argent, j'en sais rien, mais en tout cas. Ça fait plus plaisir à voir, il y a du jeu au moins. Ça reste aux hommes, pas les femmes. Pourquoi? C'est macho ça, non? C'est macho, mais ça reste pour les hommes, quoi. C'est un sport d'homme. J'ai ma collègue qui fait du rugby féminin, donc j'étais la voir en match. Elle cartonne bien, les filles en général. En principe, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de rugby féminin, mais c'est pas encore la chose que j'ai regardé beaucoup. Je regardais beaucoup le rugby masculin. Mais le féminin, jusqu'à présent, je ne peux pas trop vous dire parce que je ne l'ai pas beaucoup regardé. Je ne me suis jamais posé la question, mais pourquoi pas. Si elles en font pas trop mal, c'est ça. Ce sera dommage que les petites femmes se fassent mal en se tapant dessus. J'ai du mal à le voir. Ça m'arrive de regarder, je ne sais plus sur quelle chaîne, France 4 ou France O, je ne sais pas. Sinon, bien sûr, tout sport peut être féminin. Naturellement. Pour le moment, je trouve que c'est un sport masculin. J'aime bien le football féminin parce qu'elle joue très très bien.
Hein, elles ont même un jeu très agréable. Mais le rugby féminin, pour le moment, je ne le sens pas encore. C'est une très bonne chose qu'un sport réservé aux machos se transforme un peu en sport pour tous et surtout pour toutes. Je trouve ça très bien. Ouais. J'adore. C'est vrai ? Oui. Pourquoi ? Mais parce que au moins ils ont le courage de faire un sport d'homme et franchement je les admire. Mustapha, votre réaction par rapport à ce que pense toi ? Ma réaction, c'est toujours la même quand on parle du sport au féminin. C'est du rugby, pratiqué par des filles. Point, il n'y a même pas de débat à avoir. C'est un sport, et c'est aux filles de vouloir le pratiquer ou pas. Et si elles le pratiquent, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas à le préciser que c'est au féminin. C'est du rugby avant tout, comme le foot au féminin. Et quand on regarde, par contre, la pratique du football, par exemple, pratiquée par des filles, comme l'a dit Guillaume, il parlait d'évitement tout à l'heure, il parlait de subtilité de jeu. C'est la même chose au niveau du football. Moi, j'adore regarder les matchs de foot pratiqués par des filles, parce que c'est le même sport, c'est la même pratique, ce sont les mêmes règles, en l'occurrence pour le foot, même s'il y a des nuances peut-être dans le rugby. Mais encore une fois, pour moi, il n'y a pas de débat. Et tous ces messieurs qui sont passés, là, on a vu tous ces messieurs. Donc on n'aura pas dû le mettre en débat pour cette émission. Pour moi, il n'y a pas de débat. Parce que depuis tout à l'heure que j'essaie d'en placer une, on m'interrompt. Donc là, je dis, il n'y a pas de débat. Le débat, il faut que nous, Club Yvelinois, en l'occurrence, parce qu'en Yvelines, on fasse vraiment une action pour attirer les filles. Comment développer ce rugby féminin, Eh ben, nous, on essaye tous les ans à Versailles d'organiser des choses pour attirer les filles au rugby. Bon, c'est compliqué, on n'arrive pas encore à aller chercher, enfin on n'a peut-être pas la bonne communication, les bonnes... On va peut-être des cheerleaders. Non, mais il faut que les filles fassent un résultat, voilà, il faut que les filles... On parlera des cheerleaders sur une prochaine émission. Oui, on verra ça. Non, mais après, parce que il faut que le travail des scolaires se continue, au collège, au lycée, elles jouent encore au rugby. Il faut que les AS fassent le boulot aussi et que nous, derrière Club, on essaye vraiment de récupérer toutes les filles qu'on voit dans les associations sportives de collège ou de lycée pour qu'elles viennent en club enfin et qu'elles puissent continuer à vivre leur passion dans les clubs, quoi. C'était pareil pour le foot. On ne voyait pas de filles au foot, en l'occurrence à Trappes. Pour des programmes d'installation, on les envoyait donc à Montigny, par exemple. Mais il y avait très très peu de filles au regard du nombre de garçons. Donc ça reste quand même très culturel. Ça reste quand même des réflexes de garçons. Voilà, mais les choses sont en train d'évoluer. La télévision y participe. Je suis désolé, et la télé y participe beaucoup, mais c'est juste pour apprendre. Voilà, c'est très culturel. D'ailleurs, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais peut-être que les filles, je vous dis, attendons au Rio, et peut-être que les filles après feront du 7 plus que les hommes. Et, on en reparlera à ce moment-là. On passe maintenant à notre défi du jour. Le défi concerne aujourd'hui le handball, direction le club et les joueurs de Versailles de notre ami Alexandre Taillefer. Je vous explique le concept. Les handballeurs doivent tourner sur eux-mêmes avant de tirer. 3 rounds sont organisés. Les tireurs qui ratent la cible sont éliminés. Et bien sûr, on augmente le nombre de tours à chaque round. Regardez, on débriefe juste après avec vous, Alexandre. Florian Cosian, j'ai 25 ans, j'habite à Versailles. Je suis ailier droit et merci surtout au COP d'être là pour nous. Mathieu Sixto, j'ai 22 ans, j'habite à Poissy et mon surnom c'est Sixto en fait, mon nom de famille. Cyril Usurier, j'ai 37 ans, j'habite à Versailles et mon surnom c'est Cyrilou. Je m'appelle Éric Domanjou, j'ai 30 ans, j'habite à Fontenay-Fleury et mon surnom c'est Rico. Alexandre Taillefer, je suis l'entraîneur de l'équipe de Versailles, de la Planète de Versailles. Je viens de Paris et donc j'espère emporter le jeu brillamment devant mes joueurs.
le savais, c'est moi qui tire les pénaux en match. Donc bon, il n'y a pas trop de pression. C'était compris d'avance. Non, franchement, pas mal. À part le coach qui nous a déçus, parce que bon, il rate le deuxième, non? Donc bon, il aurait dû faire mieux, quoi. Alexandre, qu'est-ce qui s'est passé encore la dernière fois, la dernière émission, vous avez perdu, encore cette semaine Encore heureux que ce sont les joueurs qui gagnent quand même, parce que c'est ceux qui jouent. Donc si c'était moi qui gagnais, il y aurait un souci quand même. Non, mais c'est bien, c'est bien, comme il a dit, c'est un des tireurs de penalty efficace. Donc c'est l'un des meilleurs, il n'y avait pas de surprise sur de ceux qui tiraient là, pendant le petit jeu, c'était un des tireurs de penalty. Donc, on y viendra, hein, Guillaume, on y viendra. Il faudra tirer sur le poteau, hein, j'ai déjà pas mal d'idées. Et puis il faut quand même le féliciter parce que le tir qu'il tente à la fin est très dur, une espèce de recouchab, il met au-dessus la tête du gardien, il est vraiment dur. Maintenant, moi, j'ai tenté que des tirs à faire. Le premier a marché en côté inverse, le deuxième, malheureusement, n'a pas remarché. Forcément. Voilà, si j'avais voulu vraiment gagner, j'aurais peut-être pu. Voilà. Vous êtes un coach sympa, on va dire ça comme ça. On va passer maintenant à présent au coup de gueule d'Arnaud Le Gouic. Notre chroniqueur Arnaud Le Gouic pousse à chaque émission un coup de gueule sur l'actualité sportive. Aujourd'hui, son coup de gueule concerne la politique et le sport. On l'écoute. Merci Mickaël. Pour mon coup de gueule du jour, je vais un peu mélanger les torchons et les serviettes. On va parler un peu de politique. Pourquoi ? Parce que les 6 et 13 décembre prochains, il y a les élections régionales. Et les différents candidats s'échangent des mots doux, des amabilités. On a eu les différents programmes qui ont été présentés. Et il y a un parent pauvre de tout ça, c'est le sport. Alors c'est vrai que emploi, transport, sécurité, éducation, c'est les thèmes qui sont majeurs dans cette campagne. Et du coup, le sport est vraiment relégué en arrière, on n'en entend quasiment pas parler, et c'est dommage. C'est dommage parce que la région finance un peu le sport à travers des subventions et les équipements sportifs dans les collèges. Et puis le sport, c'est quand même... Ça a une importance dans la vie des gens. C'est pas le tout de leur donner des transports, du logement, des emplois, mais ça leur permet aussi de se vider la tête. C'est vital quasiment pour les gens. Il suffit de voir faire un tour dans le parc de Versailles, par exemple, un dimanche matin, tout le monde court. Le dimanche, c'est le jour des achats dans certaines zones commerciales. C'est aussi beaucoup le jour du sport. Une autre chose importante et qui fait que les politiques devraient plus s'intéresser au sport, c'est que derrière tout ça, il y a aussi une économie à travers les équipements publics qu'il faut financer, c'est de l'investissement, à travers les investissements privés des gens pour s'équiper, il y a toute une économie autour du sport, et à travers les différentes rentrées d'argent que ensuite les collectivités peuvent faire au niveau des piscines et tout ça. Donc je pense vraiment il reste un petit peu de temps là, il faut parler un peu de sport, surtout qu'on a quand même on a Paris 2024 qui arrive, il ne faut pas l'oublier. C'est un projet structurant pour la région. Ce serait dommage de ne pas en parler. C'est mon avis. Votez. Est-ce que vous êtes d'accord avec Arnaud ? Bien sûr. Vous êtes tous d'accord ? Pourquoi Mustapha ? Je vous vois un peu énervé là. Ah non, pas énervé, non, enthousiaste. Il en parle bien, donc il n'y a pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que moi, si j'avais... Il n'a pas trop parlé cette émission ? Pardon ? D'habitude, vous dites qu'il parle trop, non ? Il est beaucoup trop long. Il devrait, par contre, là, pour le coup, il aurait pu parler beaucoup plus longtemps. Je pense qu'on est tous fautifs, président de club. On a un peu tendance souvent à dire que les politiques, mais probablement qu'on ne sait peut-être pas en parler aux politiques et attirer leur attention. Là, il le fait bien. J'espère qu'il sera entendu. Donc pour cette campagne, j'espère qu'il sera entendu. Mais après la campagne, il n'y a pas simplement à en parler à des moments comme cela. Il faut en parler tout le temps. Et probablement que les présidents de clubs sont trop... sur le résultat, on en parlait tout à l'heure, la nuance entre le résultat et la résultante, c'est que souvent les clubs, c'est le résultat, c'est le week-end, c'est une saison, et il n'y a pas forcément de projets pédagogiques qui sont expliqués aux politiques, parce que si tous les clubs réellement avaient des projets pédagogiques, si réellement tous ces projets pédagogiques étaient mieux expliqués et mieux amenés au niveau des politiques, faire du lobbying, on va dire ça pour employer un terme un peu à la mode, je pense que les politiques seraient plus attentifs. On ne peut pas tout leur demander non plus. Donc, j'ai envie de dire, aide-toi, le politique t'aidera en cette matière. Ouais, comment on explique ce manque d'intérêt des politiques pour le sport ?
Comment vous l'expliquez, vous? Je viens de l'expliquer. Oui, mais on n'a pas écouté l'avis de Guillaume encore. Ce manque d'intérêt. Bon, après, il faut relativiser un petit peu par rapport. C'est vrai qu'il y a quand même. Même si certains se plaignent qu'il n'y a pas assez de salles, pas assez de terrain, pas assez, il y a quand même des infrastructures qui existent dans l'Île-de-France, qui sont quand même présentes et qui sont utilisables par. Voilà. Après, ce qui nous manque dans les clubs, finalement, c'est des subventions. Aujourd'hui, on sait tous que nos clubs à notre petit niveau, on n'attire pas les partenaires, les sponsors, etc. Donc on a besoin d'autres manières de vivre et un projet de formation sur long terme, ça coûte de l'argent puisqu'il faut payer les encadrants, ça coûte de l'argent, donc il faut des subventions et peut-être que les présidents de club faudrait peut-être se liguer, créer, je sais pas, un mouvement des présidents de club pour aller tous ensemble. Voilà, exactement. On ne s'est pas parlé, mais on a le même avis. Je pense que tous les sports confondus, on devrait peut-être attaquer ensemble le problème. Ou au moins par sport, je sais pas. Donc c'est un appel général, rapide, Alexandre. Un meilleur équilibre entre les sports. Il y a vraiment des sports très favorisés et d'autres, voilà, et des départements et des régions. Et puis je pense qu'il faudrait mettre un peu au prorata des résultats. Tout simplement des sports aussi. À un moment donné, un sport qui a des résultats, il faut qu'il soit récompensé. Et un sport qui n'a pas de résultats, il faut. Voilà. D'accord, peut-être qu'on parle pour l'an, mais j'ai envie de dire, à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait une récompense par rapport au travail effectué, quoi. Voilà. Désolé Mustapha, c'est la fin de cette émission. Merci à nous de vous avoir. Désolé Mustapha, la prochaine fois, vous aurez le droit de rajouter un peu plus. Vous aurez le droit de parler un peu plus. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le jeudi 10 décembre pour un nouveau numéro de Si on parlait sport. Très belle soirée sur TVFI 78.